Bienvenue dans le débat, alors que tous les regards sont portés vers le Moyen-Orient et la question du nucléaire en Iran. Un pays s'affirme comme puissance nucléaire, la Corée du Nord. Son président Kim Jong-un reçoit Xi Jinping pendant 2 jours. Le président chinois a été reçu même en grande pompe hier avec une cérémonie grandiose sur la place Kim Jong-un, Kim Il-sung, pardon, et sous les portraits des deux dirigeants. Après avoir accueilli Poutine et Trump, Xi Jinping veut réaffirmer l'amitié entre la Chine et la Corée du Nord, toujours invincible, dit-il. Mais le président chinois fait face à la détermination de Kim Jong-un à s'affirmer justement comme puissance nucléaire. Et quelques jours avant cette visite, le leader nord-coréen visitait même une usine en affirmant que la Corée du Nord allait muscler son arsenal nucléaire de façon exponentielle. Kim Yong-jong, la sœur du dirigeant et porte-parole du régime pour les questions internationales, a même déclaré que ce renforcement était irréversible. Washington doit abandonner son rêve de dénucléarisation, a-t-elle répliqué. Alors on va revenir sur cette relation entre Xi Jinping et Kim Jong-un. La Corée du Nord s'impose-t-elle aujourd'hui comme une puissance nucléaire? Quel impact dans la région et sur le plan international, alors que Trump est en plein conflit avec l'Iran? On va en parler avec mes invités. Marianne Perron-Doise est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS. Vous dirigez l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique, également chargée d'enseignement à Sciences Po à l'Université catholique de Lille et à l'Institut français de géopolitique. Bienvenue à vous. Alain Wang est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes sinologue, enseignant à l'école centrale Supélec. Bienvenue. Ronald Atto, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes professeur de relations internationales à Sciences Po. Et nous avons par Teams depuis Dar es Salaam en Tanzanie, Théo Clément. Bonsoir à vous. Vous êtes chercheur associé à l'EHESS et spécialiste de la Corée du Nord. On a vu il y a quelques instants les images donc, de cet accueil grandiose en grande pompe de Xi Jinping par Kim Jong-un à Pyongyang. On va écouter justement les deux dirigeants. Je suis très heureux de revenir dans la belle ville de Pyongyang après cette année. Je m'y sens particulièrement à l'aise et en terrain familier. Je suis disposé à travailler avec vous, monsieur le secrétaire général, afin que cette visite permette de renforcer davantage la coordination au plus haut niveau et le pilotage stratégique des relations sino-coréennes dans cette nouvelle époque. Nous estimons que cette visite démontre une fois de plus de manière éclatante que la Corée du Nord et la Chine se sont toujours tenues du bon côté de l'histoire, celui de l'indépendance et de la justice. Elle montre également au monde que quelle que soit l'évolution de la situation internationale, les relations sino-coréennes, forgées par le temps et l'épreuve, demeurent indéfectibles. Alain Wang, donc des relations indéfectibles, ce sont les termes utilisés par les deux dirigeants. Quel est véritablement l'objectif de la visite de Xi Jinping à Pyongyang? Ça faisait 7 ans qu'il n'était pas allé en Corée du Nord. D'abord, c'est une visite un peu exceptionnelle parce que le président chinois n'est pas sorti de Chine depuis le début de l'année. Il a reçu pratiquement tous les grands dirigeants de la planète, on peut dire, en Chine. Et là, il fait un déplacement quand même en Corée du Nord. Donc, c'est quand même un geste assez fort vis-à-vis de Kim Jong-un. Et alors, pourquoi il y va? Je pense qu'il y va parce que la Corée du Nord a accentué ses relations avec la Russie depuis un certain temps. Et que donc, la Chine se pose certainement des questions de savoir si elle pourrait être minorée, on va dire, dans cette relation. Et donc, évidemment, Xi Jinping essaie de reprendre la main. Il essaye de reprendre la main, Marianne Perron-Doise. Vous êtes d'accord? Parce que c'est vrai qu'il y a ce contexte international intéressant de rapprochement entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. La Corée du Nord qui a envoyé 16 000 soldats en Russie, justement, pour qu'ils aillent sur le front ukrainien. Depuis cette guerre en Ukraine, est-ce que cette relation avec Poutine sape un peu la relation entre Xi Jinping et Kim Jong-un? En tout cas, elle a fait de Kim Jong-un et de la Corée du Nord un atout stratégique dans ses relations en Asie du Nord et donc à une échelle beaucoup plus globale. Et donc la Chine revient se mettre un peu au centre du jeu, sachant que les deux pays, la Chine et la Corée du Nord, ont toujours eu quand même des relations complexes, puisque en fait il y a comme un complexe d'infériorité. Bien sûr, il y a une asymétrie entre la Chine et la Corée du Nord et entre la Chine et beaucoup d'autres pays, mais là il y a un complexe d'infériorité
infériorité de la Corée du Oui, Nord. il y avait toujours eu le sentiment d'être pris comme un junior partner et donc je dirais un État tampon assez pratique dans la relation avec les États-Unis et le pouvoir de nuisance que pouvait avoir Kim Jong-un ou la Corée du Nord au sens large et sa capacité finalement à servir de moyen de pression pour la Chine qui avait quand même la main sur le régime jusqu'à présent ou quelque influence. Jusqu'à présent, vous dites, donc c'est moins le Jusqu'à cas. présent. C'est moins le cas avec ce jeune leader qui a mis l'accent sur l'arme nucléaire pour des raisons d'autonomie On va y revenir. stratégique et d'indépendance, et donc qui échappe un peu au contrôle que la Chine a toujours voulu exercer sur je le répète, ce petit voisin. Mais dont la turbulence et finalement les capacités en fait, je dirais, un partenaire intéressant pour la Russie. Et donc il faut que la Chine reprenne un peu la main. Un petit voisin turbulent, Ronald Dalto, vous diriez cela. On va regarder ces images qui datent du 3 septembre 2025, parce que cette fois, c'était à Pékin. Xi Jinping qui recevait Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Ils étaient ensemble. C'était pour la parade militaire grandiose à Pékin à l'occasion de la célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Xi Jinping, là, jouait un rôle de puissance. Et là, soudainement, il se retrouve, donc quelques mois plus tard, à aller à Pyongyang. Donc peut-être dans une position pour aller tester un peu son petit voisin. Premier voyage à l'étranger, c'est vrai que c'est très très fort symboliquement, alors que là, on a l'impression que Xi Jinping se prend encore pour... c'est l'empire du milieu qui reçoit les vassaux, Trump, Poutine et ainsi de suite. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que dans les déclarations chinoises, il n'est plus fait mention de l'arme nucléaire coréenne. C'est surprenant, dans la mesure où, pour les Chinois, l'arme nucléaire nord-coréenne pose un problème potentiel, c'est-à-dire la prolifération régionale. Étant donné en plus que Donald Trump semble être un partenaire plus ou moins fiable, la Corée du Sud est fortement intéressée, y compris lorsqu'on fait des sondages en Corée, on lit les sondages en Corée du Sud. Les Coréens du Sud sont prêts à accepter que le pays développe son propre arsenal nucléaire. Et je pense qu'au Japon, c'est plus délicat à cause d'Hiroshima et Nagasaki, mais je pense qu'en quelques mois, le Japon pourrait fortement être doté de l'arme nucléaire. Et ça, donc il y a un risque de prolifération avec cette acceptation chinoise soudainement d'une puissance nucleaire nord-coréenne. D'ailleurs, je pense que les Chinois lorsqu'on leur a posé la question, le porte-parole du gouvernement chinois a dit que la position chinoise à l'égard de l'arme nucléaire nord-coréenne restait la même. Donc on joue un peu sur les mots là. Donc oui, Théo, sous-texte quand même. Il y a beaucoup de sous-texte dans ce qui se dit et surtout ce que Xi Jinping a évité de dire. Et effectivement, comme Ronald vient de le dire, le nucléaire a été complètement évacué parce que, comme votre reportage l'a montré au début de notre entretien, les lignes rouges avaient été tracées à la fois par la sœur. C'est pas négociable. Et puis donc par Xi Jinping. Donc il ne fallait surtout pas aborder ce sujet, ce qui est une reconnaissance implicite par la Chine quand même du statut nucléaire. Donc ça, c'est une vraie étape. On va y revenir. Théo Clément, avant de revenir justement sur la question nucléaire, on va regarder ces images de Kim Jong-un qui justement semble moins isolé, donc ce rapprochement avec Vladimir Poutine, mais là on va le voir avec Loukachenko, le président biélorusse, on le voit, ils sont en train de marcher tous les deux, le président biélorusse qui lui offre une arme de fabrication biélorusse, on voit c'est une Kalachnikov de fabrication biélorusse, il a vu aussi d'ailleurs les dirigeants du Laos et du Vietnam. Kim Jong-un est moins isolé. On parlait toujours de la Corée du Nord comme du pays le plus isolé du monde. C'est plus le cas ? Alors, c'est plus le cas depuis au moins 15 voire 20 ans, si je peux me permettre. À chaque fois, Kim Jong-un sort un peu de sa zone de confort, qui est quand même très limitée à Pyongyang, rencontre des dirigeants occidentaux, des dirigeants d'autres pays, on a tendance à voir la Corée du Nord comme sortie de son isolement. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la Corée du Nord n'est pas dans un isolement qui est un isolement subi, mais qui est un isolement qui est en partie choisi. Et du coup, elle sait très bien en sortir pour tendre la main quand elle a un bénéfice stratégique à récupérer lors de rencontres. Ce qui est très intéressant dans la rencontre entre Xi Jinping et Kim Jong-un maintenant, c'est que c'est Xi Jinping qui se déplace. Parce que c'est Xi Jinping ici qui est paradoxalement, contextuellement, non pas structurellement, mais contextuellement, un peu le maillon faible de la relation, parce que comme ça a été expliqué notamment très clairement par Lin Wang au début de son intervention, la Corée du Nord a fait un acte de balancier stratégique en se rapprochant très fort de la Russie, et ce au détriment
non pas l'influence chinoise, parce que la Chine n'a pas véritablement d'influence sur la Corée du Nord, mais au détriment des positions que pouvait avoir la Chine, notamment politiquement, mais aussi commercialement, vis-à-vis de la Corée du Nord. Donc moi, je pense que ce que Xi Jinping essaie de montrer à son partenaire nord-coréen, c'est de montrer que la Chine est toujours là et que les entrepreneurs chinois sont toujours là et qu'il y a effectivement ce lien indéfectible qui doit continuer d'exister. Mais c'est lui qui en demande et c'est ça qui est assez intéressant. C'est ça qui est assez intéressant. La Chine qui reste le premier partenaire économique de la Corée du Nord, il faut le mentionner. tout à fait. Et l'activité économique reprend en Corée du Nord aussi. L'activité économique taux de croissance, reprend très vite, oui. 3,7% en 2024. Et puis même ce mois d'avril, on a vu que c'était énorme. Les échanges se sont démultipliés. D'abord parce qu'il y a maintenant il y a Entre des la trains. Chine et la Corée du Nord. Entre la Chine et la Corée du Nord, maintenant il y a des trains. Alors il y a les avions, ils sont partis et arrêtés à nouveau. Oui. Mais bon, c'est-à-dire il y a à nouveau maintenant des gens, des Chinois qui vont en Corée du Nord. Il faut se souvenir que la Chine a quand même investi énormément d'argent déjà depuis longtemps, ne serait-ce que dans les mines. Hein. C'est à peu près un demi-milliard. Bon, pour la Corée du Nord, c'est beaucoup. Et il y a beaucoup de grandes compagnies chinoises d'État qui exploitent les mines en Corée du Nord de fer, tungstène. Enfin, la Corée du Nord est riche, je dirais, en minerais. Et puis Pyongyang, la vie à Pyongyang semble peut-être, est-ce qu'elle se rapproche un peu plus d'un modèle occidental? Il faut voir que Pyongyang, c'est quand même la ville vitrine du régime. Et donc, il y a donc les privilégiés qui y vivent. Et donc, il faut quand même choyer. Et c'est vrai, offrir des images très, très différentes. On a beaucoup insisté sur les constructions nouvelles au profit de la population, sur des parcs de loisirs, sur le développement du tourisme, non seulement pour faire venir des devises extérieures, et pas uniquement les Russes ou les Chinois, mais les Occidentaux aussi, mais aussi pour offrir, je dirais, un exutoire à la population et améliorer un cadre de vie. Et je crois que le jeune dirigeant essaye de changer un peu les lignes pour donner une image de puissance, et sans doute est-il plus sensible parce qu'il a certaines réalisations à son actif. Donc on n'est plus peut-être sur un chemin de croix où tout est mis de côté pour le programme militaire, puisqu'il a réalisé une partie de ses objectifs et que par ailleurs, effectivement, grâce au soutien russe, il y a de nouvelles devises et de nouvelles possibilités qui se dégagent, et donc un petit peu plus d'argent pour le confort des populations. Mais en dehors de Pyongyang, je crains quand même qu'il y a toujours des populations qui soient laissées pour compte sans électricité, sans le confort minimum, ou sans tout simplement des soins, hein, puisque depuis le Covid, les ONG qui avaient l'habitude de travailler quand même en Corée du Nord n'ont pas pu y revenir, et quelque part le pays reste fermé sous cet angle-là. La petite Corée du Nord, qui donc tient tête à son puissant voisin sur la question du nucléaire, on peut dire ça, Ronald Latour. On va voir là aussi des images qui datent donc du 3 juin dernier, c'était la semaine dernière. Les images donc révélées par l'agence officielle KCNA, on voit Kim Jong-un qui visite un site nucléaire, donc c'est littéralement quelques jours avant la visite de Xi Jinping. Il inspecte, on le voit, une usine et il affirme que le pays a réussi à doubler la quantité de matières fissiles de grade militaire. Il a même réaffirmé sa détermination à muscler son arsenal de façon exponentielle, a-t-il dit. On va regarder justement et écouter une présentatrice de la télévision officielle qui a évoqué justement cet arsenal nucléaire. Nous avons confirmé l'ordre des priorités pour la mise en œuvre du plan ambitieux visant à renforcer de façon exponentielle les forces nucléaires de notre État. Alors, on a vu, Théo Clément, hein, cette réaffirmation de cette puissance nucléaire. Ce n'est pas un hasard, ou est-ce un hasard que Kim Jong-un l'ait affiché à ce point juste avant la visite de Xi Jinping? Alors non, c'est pas un hasard du tout, et ce genre d'annonce, les Nord-Coréens ne le font certainement pas par hasard, et je doute vraiment que les Chinois aient pas saisi le message. Bon, après, de fait, si on prend l'histoire du programme nucléaire nord-coréen, c'est la 3e cascade de centrifugeuses dont on apprend l'existence. Donc c'est pas forcément quelque chose de nouveau
d'un point de vue stratégique. Par contre, je pense que le message est effectivement très clair pour la Chine et que d'un autre côté, les Chinois ont compris aussi ce message depuis très longtemps. Si on reprend les 15 ou même les 20 dernières années, quand Xi Jinping arrive au pouvoir, les premières mesures vraiment très fortes qu'il va prendre, c'est de voter ou de laisser voter au moins au sein du Conseil de sécurité des sanctions contre la Corée du Nord, ce qui a vraiment créé des tensions qui étaient vraiment phénoménales à l'échelle des relations sino-nord-coréennes. On n'est plus du tout dans cette thématique-là aujourd'hui. La Corée du Nord a la bombe atomique. Je doute qu'il y ait des têtes saines à Pékin, à Séoul, au Japon, à Washington ou même en Europe qui pensent qu'un jour la Corée du Nord va dénucléariser. Et donc cette visite pour Xi Jinping vient à en fait juste donner un accord, pas forcément un accord, mais un nod tacite à un état de fait en fait. Voilà, la Corée du Nord a la bombe atomique, maintenant il faut faire avec, il faut essayer d'avoir une relation d'adulte à adulte un peu plus constructive. Donc ça ne le gêne pas finalement, Alain Wang, cette mini-puissance nucléaire. Jusqu'où vont ces ogives d'ailleurs? Elles peuvent toucher les États-Unis? Aujourd'hui, est-ce qu'actuellement, je sais que les Nord-Coréens ont beaucoup progressé sur les missiles, Les d'ailleurs ICBM. grâce à l'aide de la Russie qui a fourni des composants qu'ils n'avaient pas. Alors est-ce qu'actuellement ils pourront, on va dire plutôt. Mais par contre, je pense que ça, du côté de Xi Jinping, évidemment, il n'est pas, enfin je veux dire, il ne peut pas afficher la Corée du Nord comme une puissance nucléaire parce que de l'autre côté, il se retrouve lui face à la Corée du Sud, face au Japon, et donc si la Chine affirmait que la Corée du Nord est une puissance nucléaire, on va avoir un surarmement. Déjà que la montée de l'armement dans toute la région est énorme, et aussi, on va dire, des accords militaires entre différents pays de la région qui risquent de gêner la Chine ou de remettre en question cette particularité de la Chine qu'elle se veut se donner aujourd'hui comme étant le pôle de stabilité d'un certain nombre de pays autoritaires. C'est ça que la Chine veut avoir comme image. Donc une prolifération du nucléaire dans la région, on n'irait pas du tout dans ce sens. Alors, sur la prolifération nucléaire, il y a eu le 11e cycle, je crois, à l'ONU de négociations sur le traité de prolifération nucléaire. La Chine n'a pas dit un mot par rapport à la Corée du Nord, justement, en la condamnant, en la critiquant. Elle est restée tout à fait comme elle l'a fait pour le voyage de Xi Jinping, tout à fait dans quelque chose de tout à fait allusif, mais sans prendre parti, je dirais, pour le moment. Pourquoi le nucléaire est-il si important pour Kim Jong-un? C'est presque quoi? Il a une ligne souverainiste, c'est On l'existence n'attaque pas un pays existentielle. qui a l'arme nucléaire comme on attaque un pays qui est non doté. Le ministre de la Défense indien, après la guerre du Golfe de 91, a bien clairement indiqué ce qu'on vient de voir là. C'est si vous ne voulez pas subir le même sort que l'Irak, armez-vous de l'arme nucléaire. Et parce que la guerre en Iran va en plus dans ce sens, dans ce discours souverainiste. C'est une garantie de sécurité, en fin de compte. Sauf quand même, il y a une chose différente par rapport à l'Iran, par rapport à la Corée du Nord, c'est que c'est le seul pays avec lequel la Chine a un accord de défense mutuelle. Ouais. Donc si jamais les États-Unis attaquent la Corée du Nord, normalement la Chine doit s'engager dans un conflit derrière la Corée du Nord. C'est le traité qu'ils ont depuis maintenant. C'est un traité d'amitié et de coopération. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des garanties de défense mutuelle qui soient vraiment explicites. Parce qu'en fait, on n'y a jamais fait allusion et la Chine n'a jamais fait écho. Voilà. Mais il y aurait peut-être des garanties même de sécurité. En tout cas, la Chine voulait créer une zone tampon avec la Corée du Nord. C'était ça, la problématique sécuritaire. Oui, une zone tampon, mais en même temps, tampon, on va dire, sur le plan militaire, mais aussi peut-être pour la Chine, ouvrir un nouveau corridor économique, parce que la Chine est très dans l'économie, on va dire. Bon, il y a le projet du fleuve Truman qui est un petit peu en attente, qui patine un petit peu, mais c'était un projet quand même très important de 11 ports à créer, négociation avec beaucoup de pays. Il y a la Mongolie, il y a la Corée du Sud, il y a le Japon, etc. Donc vraiment de faire de cette zone une nouvelle zone économique qui aurait été au bénéfice de la Chine, de toute façon, aujourd'hui. Théo Clément, pourquoi le nucléaire est-il si important pour Kim Jong-un? Joue-t-il en fait la survie du régime? Alors, la survie du système politique nord-coréen tel qu'il est, elle est plus ou moins acquise maintenant. Pas plus tard qu'aujourd'hui, le Washington Post, le Wall Street Journal et le New York Times, qui ne sont pas exactement des repères de marxistes-léninistes, parlent d'un miracle économique nord-coréen pour donner une idée de ce qui se passe aujourd'hui en Corée du Nord. Donc on n'est plus du tout dans une
dans une lutte pour la survie de la Corée du Nord. On n'est plus du tout dans un jeton de négociation qui aurait pu être utilisé, comme ça a pu être le cas peut-être il y a 20 ou 30 ans, par la Corée du Nord. Aujourd'hui, on est dans une logique de dissuasion pure et dure, qui n'est pas très différente des autres pays qui sont dotés de l'arme nucléaire. Et en fait, paradoxalement, l'agressivité à laquelle on assiste aujourd'hui de la part des États-Unis et d'autres pays qui sont alliés avec les États-Unis, qui, vous l'avez expliqué tout à l'heure, qui bombardent le Liban, qui bombardent l'Iran, qui bombardent Caracas, peut-être Cuba ou le Groenland ou que sais-je demain, vient paradoxalement apporter un peu d'eau au moulin. Alors j'explique sans justifier évidemment, hein, mais pour les Nord-Coréens, on les voit très très mal dans ce contexte se débarrasser de l'arme atomique et on voit très très mal la Chine faire le travail des États-Unis dans ce contexte en allant expliquer à la Corée du Nord, un pays sur lequel elle a à peu près aucun levier de pression, d'expliquer que demain, il va falloir se défaire de l'arme atomique. Donc là, effectivement, on est plutôt dans un programme qui est gravé dans la roche et qui, paradoxalement, et qui, a posteriori, en fait, a été au moins justifié par vraiment une série d'agressions en violation totale du droit international. Ronald Lato, mais pourtant ça a mis du temps tout de même avant de mettre en place ce programme du côté. Pourquoi est-ce que la Chine, comment finalement la Corée du Nord a-t-elle réussi C'est une à très bonne mettre question. en place ce programme nucléaire Un pays et à qui était devenir, très très pauvre, qui là maintenant c'est un miracle économique, mais c'est un pays qui est très pauvre et qui a quand même réussi à développer un arsenal nucléaire. avec une hostilité de la Chine, j'imagine, qui ne souhaitait Oui, comme je probablement vous disais pas tout à l'heure, payer ce parce que les programme. Chinois n'aiment pas la déstabilisation que ce nouveau pays peut créer en termes de prolifération dans la région. Mais c'est un mystère pour moi, c'est un mystère, mais je ne suis pas spécialiste comme Non, votre... mais la Corée du Nord a été Aucun pays n'a beaucoup empêché aidée. finalement la Corée du Nord à Mais se munir de cette arme comment le faire? C'est ce que nucléaire. les Américains essaient de faire, ce qu'on appelle la contre-prolifération. Hein. On y va à fond la caisse comme en Iran, et voyez comment c'est difficile. Ouais, mais là, Et là, la difficulté pour les Américains, c'est que la Corée du Nord, elle est collée sur la Chine. Donc, on se souvient, j'étais pas né à cette époque-là, mais la guerre de Corée en 50-53, les Américains avaient ordre, les pilotes américains avaient ordre de ne pas dépasser un certain parallèle, justement pour ne pas laisser tomber des bombes en Chine. oui. Donc, c'est aussi, je pense, un des facteurs qui paradoxalement, la Chine était contre, mais pas jusqu'à aller empêcher les Nord-Coréens de se doter de l'arme nucléaire. C'est Je d'accord, pense, Ariane? je crois. Non, pas vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même eu des transferts de technologie de la part du Pakistan, de la part de l'Iran, et que toutes les ressources du régime ont été tournées vers le développement d'un programme nucléaire. Donc d'abord tout autant balistique, ensuite le plutonium, ensuite on a vu arriver les centrifugeuses, donc l'uranium enrichi. Donc il y a eu à chaque fois une C'était progression progressif dans les capacités. Fondateur, dès le grand-père. Parce que voilà, c'était quand même l'idée fixe pour obtenir, et quand je parle de survie, c'est une garantie de continuité du régime, en tant que régime qui est aux mains d'une même famille depuis donc sa Kim création. Il-sung, Et donc avec Kim Jong-un, on est à la 3e génération et on a cru voir se profiler une héritière, puisque même si on ne l'a pas vu sur les photos justement de la rencontre avec Xi Jinping, on n'a pas vu donc la fille, supposée la fille aînée donc de Kim Jong-un, mais il y a quand même une famille derrière avec un cycle dynastique et quelque part une préparation de transmission du pouvoir. Donc il y a aussi cette survie dynastique et non pas survie autant au sens de régime qui perdure physiquement. Donc il y a beaucoup, je dirais, d'enjeux derrière cet usage de l'arme nucléaire. Pardon, vous interrompre. Oui, Il me semble, juste pour... corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que la prolifération était pas... c'est pas l'Iran qui a aidé la Corée du Nord, c'est plutôt la Corée du Nord qui a aidé l'Iran. Sur le balistique, Sur le balistique, sur le nucléaire. mais sur les centrifugeuses et l'uranium, c'est quand même l'Iran, les centrifugeuses, il me semble. Je sais que Théo Clément veut réagir là, justement. Allez-y. Théo, départagez-nous. Non, je n'ai pas personne à départager, mais effectivement, il y a eu un soutien international au programme nucléaire nord-coréen qui date de encore plus longtemps qu'on l'imagine, puisque le premier transfert d'un réacteur nucléaire civil expérimental, c'est 1959. Pour dire à quel point l'obsession nord-coréenne pour le nucléaire remonte. Moi, j'ai des collègues nord-coréens qui ont été formés à l'Institut des particules de physique nucléaire de Doumna
en Union soviétique, puis plus tard en Russie. Et pas plus tard qu'il y a, on va dire, une petite dizaine d'années, il y avait des étudiants nord-coréens qui travaillaient en Italie dans des laboratoires de physique nucléaire. Donc ça paraît un petit peu étrange maintenant. Donc effectivement, le Pakistan, l'Iran ont tous contribué, mais il ne faut pas nier le fait que la Corée du Nord, chaque année, produit et injecte des centaines d'ingénieurs qui sont très très bien formés. Et pour ça, c'est très différent d'un autre pays qui aurait un niveau de développement économique similaire, puisqu'ils ont cette capacité aussi en interne de récupérer des informations, des données, des expérimentations venues d'ailleurs, et de travailler ça avec une science et un savoir-faire qui est local en fait. Donc même si on peut toujours essayer de couper les ponts, de complètement étanchéifier les frontières nord-coréennes, de mettre toujours plus de sanctions. Ça n'a jamais empêché la Corée du Nord de progresser sur les plans balistiques, nucléaires et même sur le militaire, ou même plus globalement pour le développement de son économie. Donc c'est véritablement politique et la Chine, finalement, n'a pas réussi à véritablement s'y opposer, ni aucun de ses voisins. Alors, après, il y a des discussions sur la dénucléarisation donc, de la péninsule coréenne. On va revoir encore des images d'archives, cette fois avec Trump. Trump et Kim Jong-un, on se souvient de cette visite du président américain. C'était premier mandat, 2019. Les deux dirigeants qui s'étaient retrouvés, voilà, c'était un peu la photo, qui se sont retrouvés sur la ligne de démarcation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et là, on peut dire d'ailleurs qu'à l'époque, Alain Wang, il était totalement obsédé, Donald Trump, par Kim Jong-un, qu'il appelait Little Rocket Man. Enfin, vraiment, il l'affublait de tous les noms possibles et imaginables, avec justement une volonté d'aboutir soit à une sorte de réunification même des deux Corées, et aussi d'un programme de dénucléarisation de la Corée du Nord. Alors où en est-on? Et on a l'impression qu'il s'en désintéresse totalement aujourd'hui, Donald Trump. Je pense qu'on est dans la complexité de Trump, qui est attirée par, on va dire, tous les dictateurs, les personnages autoritaires sur la planète, et que donc à chaque moment il essaie de je dirais un petit peu de leur ressembler quelque part si on parle de Trump ou d'Américain. Mais pourquoi il s'en désintéresse? Parce que de toute façon, aujourd'hui, il a quand même, je dirais, sur le feu des choses très importantes, qui est d'un côté quand même l'Iran, Oui. rien n'est réglé. Et puis là, il y a l'Ukraine aussi de l'autre côté, il ne faut pas oublier. Oui, il parlait beaucoup de la menace nucléaire nord-coréenne à l'époque. Là, il en a pas reparlé véritablement, il n'a pas revu, il a émis l'hypothèse de revoir Kim, mais apparemment la rencontre ne s'est pas faite. Je crois que de l'autre côté... Alors qu'il a revu Xi Jinping. Alors qu'il a revu Xi Jinping, mais je pense que les trois rencontres, je crois que c'était trois à l'époque, où ils s'étaient vus, n'avaient donné rien, n'avaient abouti à rien de toute façon, donc il s'est très... Alors qu'il menaçait de vaporiser la Corée du Nord. Et c'est tout le problème, c'est qu'à l'instant T, je pense qu'il n'y a plus rien à négocier, à vrai dire. Donc, une rencontre au sommet, ce serait reconnaître le statut déjà implicitement reconnu, le statut d'État nucléaire déjà implicitement reconnu par la Chine, également par la Russie. Et il faut être pragmatique. Je pense que dans les chancelleries occidentales, on considère que la Corée du Nord, depuis un petit moment, était déjà un État nucléaire de facto. Donc, que peut faire Trump alors qu'il a effectivement échoué à amener le jeune dirigeant à considérer le démantèlement de certaines installations, afin de mettre en place quelques étapes pour parvenir, alors je ne sais pas si on peut parler de dénucléarisation ou de maîtrise des armements, parce que peut-être on pourrait s'engager dans, je dirais, un processus intermédiaire avec une vérification, avec des ingénieurs, avec peut-être ce qu'on a essayé de faire avec l'Iran et qui a terriblement, tragiquement échoué, c'est-à-dire essayer de gérer de la façon la plus transparente du monde les capacités. En tout cas, c'est ce que souhaite le président sud-coréen, par exemple. Eux, en Corée du Sud, souhaitent une limitation de la prolifération du nucléaire, une dénucléarisation. On va l'écouter d'ailleurs, le président de Corée du Sud. Nous ne devons pas renoncer à l'objectif de la dénucléarisation, parce que nous ne pouvons nous-mêmes nous doter de l'arme nucléaire. Si la Corée du Sud entreprenait de se doter de l'arme nucléaire, vous pensez vraiment que le Japon ne bougerait pas, ni Taïwan ou le reste de l'Asie de l'Est? Tout le monde finirait par devenir une puissance nucléaire, et la région entière deviendrait une poudrière nucléaire. Théo Clément, on le voit bien qu'il est inquiet, le président sud-coréen, pour le coup. Il parle de prolifération. Si finalement la Corée du Nord a l'arme nucléaire et que tout le monde l'accepte, eh bien ça veut dire qu'il y en aura d'autres dans la région.
Ouais, je ne sais pas s'il est inquiet ou s'il y a un peu de théâtralité politique, parce que pour les démocrates, donc, enfin, pour l'administration actuelle au pouvoir, donc, qui est de centre-gauche en Corée du Sud, la question de la main tendue en Corée du Nord et l'idée de avec la Corée du Nord et l'idée de progresser sur les relations intercoréennes, ça fait absolument partie de l'ADN politique du parti. Donc, souffler le chaud et le froid et faire peur avec des questions de prolifération horizontale dans la zone, ça peut faire partie d'une stratégie politique. C'est un argument qui est assez théorique en fait. Est-ce que avoir un seul État qui a limiter le nombre d'États qui ont l'arme nucléaire, est-ce que c'est plus une garantie de sécurité, ou est-ce que si tout le monde a l'arme nucléaire dans la zone, ça va créer un espèce de pied d'égalité et ça va finalement repousser l'éventualité d'un emploi offensif de l'arme nucléaire. Donc on va pas trancher ce débat ce soir. Ce qui est sûr, c'est que si demain la Corée du Sud, Taïwan ou le Japon se décident de partir sur le développement de l'arme atomique, ça serait un cadeau énorme stratégique pour la Corée du Nord, parce qu'il n'y aurait plus d'arguments qui tiennent contre l'argument nucléaire nord-coréen. Le régime de sanctions serait très facile à veto pour que ça soit d'une pichenette par les Russes ou par les Chinois, puisqu'on serait face à une déliquescence de l'architecture de sécurité qui existe qu'elle est en Asie du Nord-Est. Donc si véritablement on veut faire pièce à la Corée du Nord, je ne suis pas sûr que une forme de prolifération horizontale en Corée du Sud ou au Japon fasse avancer les choses. Et ce projet de dénucléarisation, il est encore d'actualité ou plus du tout? Non. Ah, c'est terminé. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je veux dire, Faut arrêter avec ça. Donc, faut arrêter avec ça. Donc, ça veut dire que sur la sécurité quand même de la région, il y a cette puissance nucléaire. Aussi, et puis voilà. pour reprendre Trump, le problème de Trump, c'est pas la Corée du Nord, on va dire, c'est quand même la Chine. Et le problème de Trump, c'est d'avoir des alliés dans la région, et donc, entre autres, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan et autres. Et donc, ils sont quand même sous le bouclier de protection américain. Donc, si jamais, oui, mais potentiellement. On sait qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils font confiance à Trump Non. comme ils ont pu faire confiance à l'allié américain avant? Mais ça, c'est une question. Mais donc, Trump n'est apparemment pas là à vie. Et donc, il faut peut-être se projeter dans le temps. La Chine n'a pas des capacités pour le moment, de toute façon, d'entrer dans une guerre et de rentrer dans une guerre, on va dire, nucléaire. Je vois mal la Chine rentrer dans ce genre de choses. Donc, d'ici, on va dire, la nouvelle élection du nouveau président américain, c'est pas si loin que ça, je veux dire. Donc, à savoir si à ce moment-là, les changements qui s'effectueront repositionneront différemment les choses. La dissuasion repose sur deux éléments, les capacités physiques, les missiles, les armes, et la volonté de défendre, de se servir de ces armes. Si vous avez un allié comme Trump, qui souffle le chaud et le froid, qui vous dit un jour... moi, je pense que Donald Trump a fait énormément de dégâts en termes de réputation pour les États-Unis. Je ne suis pas certain que... Qui sommes-nous, nous, pour dire... je ne suis pas certain que la nucléarisation du Japon ou de la Corée du Sud serait une bonne chose. Moi, si je suis sud-coréen ou japonais, avec la Chine à côté de moi et la Corée du Nord qui est menacée. Il y a des engagements aux États-Unis. C'est tentant de dire pourquoi pas moi aussi. Voilà. Non, mais je pense qu'effectivement, comme l'a dit Théo, il y a un discours politique, il y a de la théâtralité, et c'est vrai que le président sud-coréen à l'heure actuelle se sent assez impuissant puisque sa politique de rapprochement a été écartée assez brutalement par le Nord. Il y a cet épisode où la Corée du Sud a été déclarée État hostile dans la Constitution, donc il n'y a absolument pas de volonté. Donc c'est terminé cette idée de réunification, donc voilà, peut-être un jour des deux Corées. Voilà, on abandonne l'idée de réunification, la dénucléarisation de la péninsule, on l'abandonne parce que, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on en a parlé en 2019 et dans l'esprit de Kim Jong-un, ça impliquait un réajustement de la posture et de la présence américaine. Et donc, ces négociations qui ont avorté, elles se sont basées quand même au début sur un malentendu, c'est que la dénucléarisation, ce n'était pas celle de la Corée du Nord, mais de l'ensemble de la péninsule coréenne. Donc, ce qui impliquait de revoir la présence et les garanties nucléaires américaines apportées à la Corée du Sud et au Japon. Et ça, je pense que l'équipe de Trump, Pompeo et les autres n'ont pas sérieusement réfléchi à cet aspect qui était quand même très important pour le leader nord-coréen. Et voilà comment, quelque part, et pour beaucoup d'autres raisons, on s'est retrouvé dans une situation
où rien n'a réellement concrètement débouché en termes d'avancée sur le nucléaire ou sur une maîtrise des armements. Oui. Voilà. Et ce n'est plus vraiment un sujet aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a un sujet tout de même qu'il faut aborder, puisque vous parliez des États-Unis, c'est celui de Taïwan. Est-ce que Xi Jinping, lorsqu'il était allé voir Kim Jong-un, Théo Clément, est-ce qu'il avait une idée justement d'obtenir de la part du dirigeant nord-coréen un appui sur sa position, sur la position chinoise à l'égard de Taïwan? Alors, politiquement, l'appui, il est existant depuis des années. Bon, l'appui diplomatique de la Corée du Nord, à l'échelle internationale, ça vaut pas forcément grand-chose et les Nord-Coréens sont complètement alignés sur la Chine vis-à-vis de Taïwan. La question qu'on pourrait se poser, c'est que si Xi Jinping a une idée pas très discrète derrière la tête d'aller vers de plus en plus de mise sous pression de Taïwan, y compris via l'emploi de forces kinétiques directes ou indirectes, est-ce qu'il pourrait profiter de cette rencontre pour s'assurer un soutien et du répondant côté nord-coréen pour montrer un peu, bomber le torse et empêcher une réponse trop forte côté sud-coréen, côté japonais ou potentiellement côté américain? Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Honnêtement, il faudrait être une petite souris et se balader dans les salles qu'on est en train de voir aux images maintenant pour savoir. En tout cas, c'est probable, Alain Wang, qu'ils en aient parlé, parce que, évidemment, Trump va-t-il abandonner Taïwan? C'est aussi la question qu'on se pose. Il y a tout ce débat sur les armes américaines, puisqu'il devait y avoir plus de 11 milliards de dollars d'armes américaines envoyées à Taïwan. En ce moment, c'est bloqué suite aux discussions entre Xi Jinping et Donald Trump. Donc, on voit bien que Trump n'est pas totalement favorable à un soutien à Taïwan. Il est plus intéressé, comme vous disiez, par la Chine. Oui, mais de toute façon, je pense que Taïwan garde pour un certain temps encore le soutien américain, même s'il n'est pas, on va dire, direct, frontal comme il est actuellement. Et puis, je voudrais juste revenir à Kim. Il a dit aussi, bien sûr, que les intérêts chinois sur le Tibet et sur le Xinjiang, parce qu'il a rajouté les deux autres aussi, et Taïwan. Donc, ça veut dire que... Là-dessus, il est aligné sur Xi Jinping. Il est aligné totalement sur Xi Jinping et sur ce qui se passe en Chine actuellement aussi dans ces deux provinces. Donc, la reprise de Taïwan par la Chine, de toute façon, ça sera une conflagration mondiale, que quoi qu'il arrive. Vous pensez que ça serait une conflagration mondiale, même si Trump s'en désintéresse? Elle le sera militaire et elle le sera aussi économique. C'est-à-dire, ça risque d'être un raz-de-marée, d'un désastre économique pour un certain nombre de pays dans le monde. Y compris la Chine. Y compris la Chine. Mais on voit déjà les effets économiques du blocage du détroit d'Ormuz sur voilà. Donc c'est sûr que sur l'impact économique niveau de vie les uns les autres. Moi, la question, si vous me le permettez, que j'aimerais bien soulever, c'est quelque part la symbolique de cette visite de Xi à quelqu'un qu'il considère désormais comme un partenaire à part égale, sachant qu'il y a des liens aussi avec la Russie et que en face, on a quand même des efforts de rapprochement entre la Corée du Sud et le Japon qui ont commencé à effectuer des exercices militaires conjoints. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y a contre la Chine, une alliance, enfin, oui, implicitement, pas contre la Corée du Nord et surtout peut-être contre la Chine avec ce souci d'une dissuasion. Donc, ce que l'on voit, c'est se mettre peut-être en ordre de marche, quelque chose que je n'oserais pas qualifier d'alliance. La Chine refuse toute alliance, mais une espèce de mécanisme trilatéral de rapprochement avec des convergences stratégiques et un alignement en tout cas sur les objectifs entre la Chine et la Russie, la Corée du Nord, face à quelque chose qui se dessine en face et qui est un rapprochement Corée du Sud, Japon. Je crois que c'est intéressant. Japon, États-Unis, bien sûr. La Chine ne refuse pas les alliances. La Chine met tout en place pour que le jour venu, si elle en a besoin, les choses se concrétisent. C'est très différent. Une coalition. Il y a des liens aujourd'hui, on sait, avec la Russie, avec l'Iran. Donc il y a une sorte d'axe Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un. Que la Chine veut maîtriser. Et si elle rentre dans des accords trop précis, justement, sa peur, c'est de ne plus maîtriser. Oui, et donc, en restant dans le flou, elle maîtrise. Parce qu'elle sait faire ça très, très bien. Elle ne veut pas sortir de l'ambiguïté. Je pense que la visite de Xi Jinping en Corée, je me trompe peut-être, mais c'est aussi peut-être pour rappeler à Kim Jong-un que le vrai partenaire économique et politique de la Corée du Nord, c'est la Chine. Parce qu'après la guerre en Ukraine, elle va se terminer un jour. La Russie va en sortir affaiblie. Il y a un pont qui est en train de se construire, il me semble, à la frontière, une toute petite frontière entre la Russie et la Corée du Nord. Mais c'est un détail. Ce que Xi Jinping, je pense, vient rappeler à Kim Jong-un, c'est n'oublie pas, Kim,
qui est ton vrai partenaire le plus solide? C'est pas la Russie. La Russie, là, tu leur renvoies des armes, des obus, 4 millions d'obus, 16 000 soldats. Mais c'est la Chine qui est ton partenaire principal et ne l'oublie pas. Théo Clément, est-ce qu'il y aurait donc une sorte d'axe sécuritaire Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un contre justement un rapprochement du Japon et de la Corée du Sud et des États-Unis? Alors, honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec la présentation qu'en a fait Marianne, mais alors, le terme d'axe me gêne un peu. Déjà parce que idéologiquement, on est sur 3 systèmes politiques qui sont vraiment complètement différents, avec des croyances qui sont très différentes. Et surtout, ça serait quelque chose de très sélectif et de très objectif. En fonction des thématiques, en fonction des points de convergence et de divergence, ça serait une alliance trilatérale très, très souple, en fait. On n'imagine pas du tout la Chine, par exemple, se jeter à corps et à bras dans la prochaine invasion russe en Estonie ou en Lituanie, par exemple. On imagine beaucoup plus la Chine venir soutenir la Corée du Nord en cas de pépin sécuritaire dans la région. Donc, il faut faire attention. Et puis, vraiment, on a tendance un peu à voir la Chine et la Corée du Nord comme des régimes qui sont idéologiquement proches de par leur proximité géographique, historique, etc. Alors que dans les faits, si vous comparez ne serait-ce que l'économie nord-coréenne et l'économie chinoise, on est sur des choses qui sont à des années-lumière de différence, et je ne parle même pas de la Russie. Donc, plus, voilà, un système d'alliance un peu mou et flexible plutôt qu'un axe. Une coalition souple. Contre l'Occident, on pourrait dire aussi qu'ils ont ça en commun ou pas? Oui. C'est un ensemble de pays aujourd'hui que la Chine a regroupé autour d'elle, qui sont des pays qui sont autoritaires. Donc il y a une volonté aussi de contrebalancer, on va dire, l'influence, on va dire, de l'Occident et de tout ce que l'Occident peut porter, on va dire, sur la démocratisation, sur les droits de l'homme, etc. Donc la Chine est dans un refus total par rapport à ça. Et je pense que les pays qui sont autour d'elle aussi. Donc on reste dans des régimes extrêmement durs. Et l'idéologie joue un rôle aussi. C'est-à-dire qu'à dans ce l'échelle rapprochement. régionale, on voit bien cette coalition qui s'organise à l'encontre des intérêts américains, avec cette obsession quand même chez Kim Jong-un, qui est de faire en sorte que les Américains quittent physiquement, militairement, réduisent leur présence au Japon et en Corée du Sud, quand même de l'autre côté de la frontière pour Pyongyang. Donc quand même une menace qui est quantifiable et qui est très proche. Donc il y a les intérêts américains. Et plus globalement une vision du monde effectivement que la Chine a et qui se construit à l'encontre de ce qu'on qualifie de valeurs occidentales. Il y a 40 bases américaines dans la zone. 40 bases américaines dans la zone. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Théo Clément, Alain Wang, Marianne Perrondoise et Ronald Atto. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette visite de Xi Jinping à Pyongyang où il a vu donc Kim Jong-un qui dure jusqu'à ce soir. On se retrouve demain.